Je m'appelle Séverine Aumont. J'ai 34 ans. Et je veux vous raconter la nuit où je me suis retrouvée assise à ma table de cuisine, mon téléphone dans la main, à regarder le prénom de ma sœur s'allumer sur l'écran pour la troisième fois en 20 minutes. Elle m'appelait depuis Lisbonne, au Portugal, où elle était bloquée sans passeport, sans billet de retour et sans aucun moyen de rentrer. Et je veux vous dire ce que j'ai fait. Mais je dois d'abord vous expliquer comment on en est arrivé là. Parce que la fin n'a de sens que si vous comprenez le début. Et le début, ce n'est pas l'appel téléphonique. Le début, c'est une voiture qui recule dans une rue pavée sans moi à l'intérieur. Avant d'aller plus loin, si vous êtes déjà penché en avant, si quelque chose dans ce titre vous a arrêté parce que vous savez exactement ce que ça fait d'être celle qu'on laisse derrière et qu'on appelle quand tout s'effondre, cliquez sur le bouton J'aime maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux vraiment le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, dans une maison qui avait, de l'extérieur, l'air d'un endroit où rien ne pouvait mal tourner. Une maison de maître du 18e, rue pavée, volet Bordeaux, le genre de façade qui fait ralentir les gens quand ils passent en voiture. Mon père, Gérard, était ingénieur dans le secteur viticole. Ma mère, Françoise, tenait une boutique de décoration intérieure rue Sainte-Catherine, dans laquelle elle se coulait comme d'autres se coulent dans la prière. Nous étions à l'aise, nous étions présentables, nous étions, à toute mesure extérieure, une famille. Nous étions 3 enfants, Isabelle, l'aînée, moi, et Théo, le cadet, qui avait compris très tôt que le charme est plus efficace que la responsabilité, et qui avait appliqué cette leçon toute sa vie sans la moindre gêne. Et voilà ce qu'il faut comprendre sur le fonctionnement de notre famille. Isabelle était l'adorée, le modèle, la première enfant, celle autour de laquelle mes parents avaient construit leur identité entière. Quand Isabelle réussissait, mes parents rayonnaient. Quand Isabelle traversait une difficulté, mes parents se mobilisaient. Elle était aimée fort, visible, de la façon qui laisse une empreinte qu'on ressent des années plus tard. Théo était le chéri, le bébé. On attendait peu de lui, donc on n'était jamais déçu, donc on était toujours ravis. Et moi? Moi, j'étais la capable. Si on vous a déjà appelé capable par des gens qui auraient dû vous appeler aimé, vous savez déjà tout ce que je suis sur le point de dire. Capable, c'est ce que les familles disent de l'enfant dont elles ont décidé qu'elle peut se débrouiller seule. Capable, c'est le mot qu'on utilise pour ne pas utiliser le mot négligé. J'étais capable, j'étais compétente, je gérais les choses, personne ne s'inquiétait pour moi. Et j'ai passé les 30 premières années de ma vie à croire que c'était un compliment. Le moment fondateur, celui que je porte avec moi comme certaines personnes portent une cicatrice, s'est produit quand j'avais 11 ans. Nous devions partir en vacances à l'île de Ré pour une semaine entière. J'attendais ça depuis 6 semaines. J'avais une liste de choses que je voulais y faire. Je l'avais écrite dans un carnet bleu. 3 jours avant le départ, notre vieux chien Merlot tomba gravement malade. Le vétérinaire dit qu'il ne pouvait pas être mis en pension. Il fallait que quelqu'un reste avec lui. Mon père me regarda et dit « Séverine, tu es la seule à qui on peut vraiment faire confiance pour gérer ça. » Et tout le monde acquiesça. Comme si c'était réglé. Comme si c'était même un compliment. Je les regardais préparer la voiture depuis la fenêtre de ma chambre. Je me souviens du bruit du coffre qu'on ferme. Je me souviens de ma mère qui me fit un petit signe de la main en levant les yeux. Un petit signe. Comme quand on part faire les courses. Pas comme quand on part une semaine à la mer sans sa fille. Je me souviens d'avoir posé ma main à plat contre la vitre froide. Merlot mourut le 2e jour. Je m'assis par terre dans la cuisine avec lui et je ne dis rien à personne jusqu'à ce qu'il rentre. Parce que même à 11 ans, j'avais déjà compris que mon chagrin à moi n'était pas le genre de chose pour lequel cette famille avait de la place. C'est la première fois que j'ai compris que le rôle de la responsable m'avait été assigné, pas gagné par moi. Et voilà ce qu'il y a avec les rôles qu'on vous assigne dans l'enfance. Ils vous suivent. Ils vous suivent dans vos 20 ans, dans vos emplois, dans vos relations, dans chaque pièce où quelqu'un a besoin de quelque chose et regarde autour de lui pour trouver la personne qui va gérer sans faire d'histoire. Je suis devenue cette personne. Par réflexe. Automatiquement.
comme respirer. Si vous avez déjà été cette personne, celle vers qui tout le monde se tourne dans une crise, mais qu'on oublie d'une façon ou d'une autre d'inviter aux bonnes choses, je crois que vous savez exactement pourquoi cette histoire va se dérouler comme elle va se dérouler. Et j'ai besoin que vous continuiez à regarder, parce que la façon dont ça finit compte vraiment. J'ai payé mes études moi-même. Une bourse sur critères sociaux, 20 heures par semaine dans une boutique de copie-impression près du campus, et une relation très précise avec la formule « Je vais trouver une solution ». Licence en commerce international à l'Université de Bordeaux, mention bien. Master en logistique internationale à Sciences Po Bordeaux, mention très bien. Ma famille assista à ma remise de diplôme de licence 40 minutes, puis repartit tôt pour le déjeuner d'anniversaire d'Isabelle. Isabelle n'avait pas eu son diplôme. Il n'y avait aucune occasion particulière, c'était juste un déjeuner. Je me tins dans ma toge et ma toque sur une photo prise par une camarade de promo, parce qu'il n'y avait plus personne de ma famille pour la prendre, et je souriais de la façon dont on sourit quand on a décidé qu'on allait bien. Après les études, je construisis une vie de mes propres mains. Je restai à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel. Je trouvai un poste chez Atlantic Freight Solutions, coordinatrice en logistique internationale, ce qui semble bureaucratique, mais signifie concrètement que je gère les flux de marchandises entre la France, le Portugal et le Brésil. Je parle portugais courant. Je connais la réglementation douanière comme certains connaissent leur chanson préférée, dans les eaux, automatique, capable de la jouer sous pression. Mon responsable, Pierre Lagarde, dit un jour en réunion d'équipe que la société ne tournerait pas sans moi. J'acceptai le compliment avec grâce. Puis je rentrai chez moi en voiture, fis du thé, et pensai à toutes les fois où les personnes qui auraient dû dire quelque chose comme ça n'avaient rien dit du tout. La personne qui fut là quand ma famille ne l'était pas, c'est Camille. Camille Bertrand. On s'était rencontrés en fac lors d'un groupe de travail d'économie, et elle fut la première personne à me reprendre, doucement, précisément, sans scier, sur mon habitude de me rendre plus petite pour que les autres soient plus à l'aise. Elle appelait ça le rétrécissement comme stratégie de survie. Je n'appréciais pas sur le moment. J'appréciais énormément plus tard. Camille a 36 ans, elle vit à 20 minutes de chez moi, et elle est le genre d'amie qui remarque quand on joue à aller bien. Pas parce qu'elle cherche les problèmes, parce qu'elle vous regarde vraiment, ce qui est plus rare qu'il n'y paraît. Le soir où ma famille décolla pour Lisbonne sans me le dire, Camille apporta du vin et des ingrédients pour des pâtes, s'installa en tailleur sur mon canapé et me demanda de lui raconter exactement ce qui s'était passé. Pas pour en faire tout un drame, juste parce qu'elle voulait savoir. J'avais appris l'existence du voyage 6 jours plus tôt, pas par une conversation. Pas par une invitation perdue ou un malentendu, ou l'une de ces explications que je m'étais brièvement, par réflexe, essayé de construire dans ma tête, comme on construit un abri avec ce qu'on a sous la main. Je l'avais appris par la story Instagram de ma mère. Un aplat de 4 cartes d'embarquement, un guide de conversation portugaise, un tube de crème solaire indice 50. La légende. Lisbonne, on arrive. Aventure en famille. 4 cartes d'embarquement. Je les comptais debout dans le parking souterrain d'Atlantic Freight Solutions. Mon autre main pressée à plat contre le béton du mur. 4. Ma mère, mon père, ma sœur, mon frère. Un voyage au Portugal, le pays avec lequel je travaille tous les jours de ma vie professionnelle, le pays dont les agents douaniers connaissent mon nom, le pays dont j'ai appris la langue, et personne ne m'avait appelé. Ni pour m'inviter, ni pour me prévenir, ni pour me dire « on fait ça sans toi, au cas où tu voudrais le savoir ». Rien. Je ne les appelais pas. Je ne leur envoyais pas de message. Je montais dans ma voiture et rentrais chez moi et j'appelais Camille. Et ce vendredi-là, pendant que ma famille était quelque part au-dessus de l'Atlantique, Camille et moi étions dans ma cuisine, et elle me regarda avec ses yeux sombres à elle qui font dire aux gens des choses qu'ils n'avaient pas planifié de dire, et elle dit « Séverine, ils t'ont laissé exprès. » « Je sais, dis-je. Tu le sais vraiment ? Parce que tu as cette tête, celle où tu as déjà décidé que tu allais bien. Je la regardais. J'avais cette tête. J'ai cette tête depuis que j'ai 11 ans et que je regarde une voiture reculer dans une rue sans moi. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Dis-je. Ils sont déjà partis. »
Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit, dit-elle. Je veux juste que tu ressentes ce que c'est vraiment. Je me resservis du vin. Je regardais mon téléphone. Je le posais face contre la table. Je ne savais pas encore que dans 4 jours, ce téléphone allait devenir l'objet le plus important de toute cette histoire. Les 3 premiers jours, je n'eus aucune nouvelle d'eux. Pas un message. Pas une photo. Rien. Et je veux être honnête avec vous sur ce que ce silence avait comme consistance, parce que je crois que les gens imaginent que quand on a déjà accepté quelque chose de douloureux, le silence qui suit est neutre. Comme si le calme était l'absence de la blessure. Mais ce n'est pas ça. Le silence après ce genre d'exclusion est une chose entière en lui-même. Il a du poids. Il s'installe dans la pièce avec vous. Il vous suit dans la cuisine à 7 heures du matin quand vous faites du café et que vous vous surprenez à vous demander s'ils prennent leur petit déjeuner ensemble quelque part dans l'Alfama en ce moment, s'ils rient de quelque chose, et si votre prénom remonte à la surface dans la conversation. Et si c'est le cas, si quelqu'un se tait, j'allais travailler. Je remplis mes documents douaniers pour un chargement en transit par Lisbonne. Et oui, je mesure parfaitement l'ironie particulière de la chose. Je répondis à 43 courriels. J'eus un appel avec un fournisseur de Porto qui prononça mal mon prénom et que je repris poliment avant de passer à autre chose. J'étais fonctionnelle. J'étais professionnelle. J'étais, à toute mesure extérieure, parfaitement bien. Le samedi, j'allais seule au marché des Chartrons, ce que j'aime sincèrement faire seule, et j'achetai un bouquet de renoncules dans une couleur quelque part entre la pêche et la rouille, que je mis dans le grand bocal en verre que je garde sur le rebord de ma fenêtre de cuisine. Le dimanche, j'allais voir un film que j'avais envie de voir depuis 2 mois. Je dormis sans mettre de réveil pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, et je me réveillais dans le silence particulier d'un dimanche matin, et je restais allongée là, et je pensais, je pourrais continuer comme ça. Je pourrais continuer à faire ça tranquillement. Et personne ne remarquerait même que j'ai fait un choix. C'est ça qui me fit le plus peur. Pas la colère. Avec la colère, je savais quoi faire. C'était la possibilité que je puisse simplement disparaître de l'histoire de cette famille et que la forme de leur journée n'en soit pas changée du tout. Le lundi, Théo m'envoya une photo. Pas de message. Juste une photo. C'était des pastéis de nata, ces petits flancs portugais caramélisés sur le dessus, dans une pochette en papier d'un café que je reconnus immédiatement comme étant dans le quartier de l'Alfama. Je le sais parce que j'ai envoyé l'adresse de ce café exact à 3 collègues différents au fil des années comme recommandation. Je regardais la photo un long moment. Puis je tapais « Ça a l'air délicieux » et j'envoyais ça. Et je m'en voulus brièvement, comme on s'en veut quand on accorde de la grâce à quelqu'un qui ne l'a pas encore demandé, parce qu'on a été conditionné toute sa vie à mettre les gens à l'aise à ses propres dépens. Et puis je me pardonnais. Parce que qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il répondit 20 minutes plus tard. J'aurais voulu que tu sois là. Je le lus 3 fois. Je ne répondis pas. Et je veux vous poser une question, parce que j'y pense depuis. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit la bonne chose au mauvais moment? Quand les excuses ont la bonne forme mais se trouvent dans le mauvais contenant? Théo savait que ce qui s'était passé était mal. Je suis sûre qu'il le savait. Il l'avait su au moment où la voiture était partie sans moi, j'en mettrais ma main à couper. Mais savoir que quelque chose est mal, et faire quelque chose avec ça, ce sont 2 actes moraux complètement différents. Et il avait choisi le premier, sans le second, toute sa vie. Je me demande si vous avez déjà été du côté de quelqu'un qui voit clairement mais reste silencieux. Quelqu'un qui sait et ne bouge pas. Dites-le en commentaire, parce que je crois que c'est l'une des formes de solitude les plus précises qui existent, et je ne crois pas qu'on en parle assez. Dites-moi si vous avez été là. Je lis chaque commentaire, vraiment. Le mardi soir, tout bascula. J'appris les détails plus tard, reconstitués à partir du récit de Théo, et d'un message vocal que ma mère me laissa, et qui était bien plus honnête qu'elle ne l'avait prévu. Voilà ce qui se passa. Isabelle avait décidé, plusieurs semaines avant le voyage, que l'assurance voyage était une dépense superflue. Ce n'était pas une décision financière. Édouard gagne plus d'argent que la plupart des gens n'envoient en une décennie. C'était une décision esthétique. Isabelle trouve le concept de se préparer à ce que les choses tournent mal vaguement pessimiste,
et elle a passé toute sa vie dans des circonstances assez confortables pour que cette vision du monde ne lui ait jamais vraiment coûté quoi que ce soit. Jusqu'au mardi soir au Bairro Alto. Ils étaient dans un restaurant en terrasse. L'un de ces beaux soirs de Lisbonne, où la lumière devient dorée puis rose, et où les azulejos sur les façades la captent, et où tout ressemble à quelque chose qui a été conçu pour être photographié. Isabelle avait posé son sac au dos de sa chaise. Je ne sais pas si elle détourna les yeux 30 secondes ou 5 minutes. Ce que je sais, c'est que quand elle voulut l'attraper, il n'était plus là. Dans le sac, son passeport. La carte bancaire d'Édouard, celle qu'ils utilisaient comme carte principale pour le voyage. Leurs 2 billets de retour, imprimés, parce qu'Isabelle ne fait pas confiance aux cartes d'embarquement numériques. Un détail que je trouve à la fois totalement dans son caractère et presque cosmiquement poétique au vu de ce qui suivit. Et environ 340 € en liquide. Ils passèrent 4 heures au commissariat à déposer plainte. Les enfants d'Isabelle, Léa, 9 ans, et Mathis, 7 ans, et je tiens à être claire, aucun d'eux n'était responsable de quoi que ce soit, aucun, étaient épuisés et perdus, et Théo s'assit sur une chaise en plastique dans une salle d'attente qui sentait le produit d'entretien industriel et ressentit, de son propre aveu plus tard, le malaise particulier d'une personne qui a surfé si longtemps sur la compétence des autres qu'elle a oublié ce que ça fait d'être vraiment nécessaire et vraiment inutile en même temps. À minuit heure de Lisbonne, 11 heures du soir à Bordeaux, Isabelle avait appelé l'ambassade américaine et appris que le remplacement d'urgence d'un passeport prendrait 3 à 5 jours ouvrés. Elle avait découvert que réémettre leurs billets de retour sans les billets originaux coûterait 800 € par personne. Elle avait passé toutes les options auxquelles elle pouvait penser dans sa tête et était arrivée à rien. Et elle fit alors ce qu'elle a toujours fait quand elle n'a plus d'options. Elle m'appela. Mon téléphone vibra à 23h23. J'étais assise à ma table de cuisine. Je venais de préparer du thé, des feuilles mesurées dans le filtre, minuterie 4 minutes, vaisselle faite pendant que j'attendais. Le rituel, c'est ça le sens. Il dit à mon corps qu'il y a une séquence, et que les séquences ont une fin. Je regardais son prénom sur l'écran. Je reposai le téléphone. Il revibra à 23h31. À 23h44, c'était ma mère. Et je veux m'arrêter ici une seconde, parce que c'est le moment sur lequel toute l'histoire pivote, et j'ai besoin que vous compreniez ce que ça faisait de voir le prénom de ma mère sur cet écran la nuit. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. Thérapie, temps, le processus lent et peu glorieux de comprendre ses propres schémas. Et je peux vous dire que je sais, intellectuellement, exactement ce que ma famille a fait et ce que ça coûte. Je le sais clairement. Mais la connaissance intellectuelle et le fait de voir votre mère vous appeler dans le noir sont 2 choses entièrement différentes. Elles vivent dans des endroits différents du corps. Et la partie de mon corps qui répondit à cet appel n'avait rien à voir avec la clarté. Elle avait tout à voir avec 11 ans et une voiture qui recule dans une rue pavée. Je décrochais. Ségrine, sa voix était fine et prudente, et légèrement trop contrôlée, comme Françoise Aumont sonne quand elle est embarrassée par quelque chose qu'elle ne peut pas nommer directement. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu ne te mettes pas en colère. Je ne dis rien. Isabelle est dans une situation, on l'est tous, et on pensait, parce que tu travailles avec Lisbonne, tu connais des gens là-bas, tu sais comment les choses fonctionnent, si tu pouvais peut-être passer quelques coups de fil. Je tins le téléphone. Je regardais les renoncules dans le bocal sur le rebord de la fenêtre. La pêche et la rouille d'ailes dans la lumière de la cuisine. Maman, dis-je lentement, je veux d'abord te poser une question. Oui? Quand avez-vous réservé les billets? Silence. Il y a 6 semaines, dit-elle. Et pendant ces 6 semaines, tu as pensé à m'appeler? Le silence qui suivit fut plus long. Le genre de silence qui est sa propre réponse entière, qui n'a besoin de rien d'autre pour être compris. On pensait que tu serais occupé avec le travail, dit-elle. Je sentis quelque chose traverser en moi que je n'ai pas de mots propres pour nommer. Ce n'était pas exactement de la colère, c'était davantage de la reconnaissance, la sensation de voir enfin la forme de quelque chose contre lequel on a cogné dans le noir toute sa vie. Maman, dis-je, je travaille avec Lisbonne. Tu viens de le dire toi-même.
Je gère des chargements en transit par Lisbonne. Je parle portugais. Je connais le personnel consulaire à l'ambassade américaine par leur prénom. Je m'arrêtais. Je gardais ma voix très égale. Mais vous pensiez que je serais trop occupée? Séverine. Je te rappelle, dis-je, et je raccrochais. Je restais à cette table de cuisine avec mon thé et les renoncules et le silence de mon appartement, et je ne bougeais pas pendant 11 minutes. Je le sais parce que je regardais la trotteuse de la montre de ma grand-mère Marcel, celle à cadran crème que je porte tous les jours, celle qu'elle me laissa parce qu'elle était la seule personne dans ma famille qui m'ait jamais regardée comme si j'étais plus qu'utile. Je regardais cette aiguille tourner, et je respirais, et je pensais à ce qu'on me demandait réellement de faire. Il m'avait laissé derrière. Il n'avait pas appelé pour m'inviter, pas appelé pour expliquer, pas appelé pour vérifier si ça m'allait d'être exclu d'un voyage vers un pays avec lequel je travaille chaque jour de ma vie professionnelle. Et maintenant, depuis 3000 kilomètres, sans passeport et sans billet de retour, le prénom de ma sœur s'allumait sur mon téléphone. J'appelais Camille. Ils ont besoin d'aide, dis-je quand elle décrocha. Je sais, dit-elle. J'ai vu ta mère appeler. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais le mur. Je regardais mes mains. Longues, sans vernis, les mains de quelqu'un qui remplit des formulaires et répare des choses, et rédige de longs courriels qui règlent des problèmes que d'autres ont créés. Je ne sais pas encore, dis-je. Et c'est la première fois de ma vie que je dis ça en le pensant vraiment. Camille fut silencieuse un moment. Puis elle dit « Bien, reste là 1 minute. » Théo m'appela à minuit passé. Je décrochais. Sa voix était différente. Elle n'était pas stratégique. Elle n'était pas prudente. Elle avait le son d'un homme de 31 ans qui avait honte de lui-même d'une façon qui était nouvelle et éclairante et légèrement trop tardive. « Séverine, dit-il, je suis désolé. Pas pour ça. Pour tout. Je savais et je n'ai rien dit. Et je suis désolée. » Je fermai les yeux. « Je sais, dis-je. Est-ce que tu vas nous aider ?» Je regardais les renoncules. Je pensais à Merlot mourant sur le carrelage de la cuisine pendant qu'une famille que j'aimais était à l'île de Ré. Je pensais à une photo de remise de diplôme prise par une camarade de promo. Je pensais à 43 courriels et à un chargement en transit par Lisbonne et à une montre à cadran crème qui appartenait à la seule personne qui m'avait vue clairement. « Je ne sais pas encore, dis-je à nouveau. Et cette fois, ça avait l'air d'une phrase complète. Je fis une liste. C'est ce que je fais quand l'émotion devient trop grande pour ma poitrine et que j'ai besoin d'un endroit où la mettre. Pas un journal intime, pas une colonne pour et contre, juste une liste propre de faits tels que je les connais. Des choses vérifiables, du terrain solide. Je pris un bloc-notes jaune dans le tiroir à côté du réfrigérateur et je me rassis à la table de cuisine et j'écrivis dans le style abrégé et précis que j'utilise au travail quand je démêle un problème logistique qui a trop de pièces mobiles. La liste. Le passeport d'Isabelle a été volé. Remplacement d'urgence à l'ambassade américaine de Lisbonne. 3 à 5 jours ouvrés. Délai standard. Je connais Marcus Frère, assistant consulaire, ambassade américaine de Lisbonne. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois l'année dernière sur un litige de documentation concernant un manifeste de fret mal déclaré. J'ai son numéro direct enregistré dans mon téléphone sous M, entre mon dentiste et ma pressing, parce que c'est comme ça que ma vie professionnelle est organisée. Mon contact chez TAP Air Portugal Division Cargo s'appelle Ana Rocha. Le frère d'Anna, Eduardo, est superviseur au service passager de TAP. Je ne lui ai jamais téléphoné directement. J'ai son numéro parce qu'Anna me l'a donné il y a 18 mois en disant « Au cas où tu en aurais besoin un jour ». Je n'en ai jamais eu besoin jusqu'à ce soir. Les enfants du voyage ont 7 ans et 9 ans. Ils n'ont choisi aucune de ces choses. Isabelle ne m'a pas invitée. Ma mère n'a appelé que quand elle avait besoin de quelque chose. Théo a dit qu'il était désolé. J'ai déjà été ici. Pas dans cette cuisine, pas avec ce téléphone, pas avec le Portugal à l'autre bout, mais dans cette position. Celle où on me demande de réparer les dégâts que ma propre exclusion a contribué à créer. Celle où être capable devient la raison pour laquelle on m'appelle et la raison pour laquelle on ne m'a pas invitée, dans le même souffle. Je regardais cette liste longtemps. Assez longtemps pour que mon thé devienne complètement froid.
Assez longtemps pour que les renoncules sur le rebord de la fenêtre passent de la pêche à un ambre plus profond dans la lumière de la cuisine. Assez longtemps pour comprendre quelque chose que j'avais tourné autour depuis des années sans tout à fait y atterrir. La question n'avait jamais été de savoir si je pouvais aider. Je pouvais aider dans mon sommeil. Je pouvais passer 2 coups de fil et améliorer concrètement cette situation entière en 48 heures. La question, la vraie, celle qui se trouvait sous toutes les autres questions toute ma vie, était de savoir qui j'allais être au moment d'aider. Est-ce que j'allais être la petite fille de 11 ans qui presse sa main contre la vitre et fait ce qu'on lui dit parce qu'être nécessaire était la chose la plus proche d'être aimée qu'elle connaissait? Ou est-ce que j'allais être quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui choisissait, consciemment, avec toutes les informations, en fonction de ses propres valeurs? Je pris mon téléphone. J'appelais Marcus frère. Il décrocha à la 3e sonnerie, ce qui, compte tenu du décalage horaire, signifiait qu'il était passé 1h du matin à Lisbonne, et je commençai à m'excuser, et il dit « Séverine, arrête, de quoi tu as besoin ?» Et ça, là, c'est ce à quoi ressemble la confiance professionnelle quand elle a été construite soigneusement sur la durée. J'expliquai la situation en phrases précises et posées. Passeport volé au Bairro Alto, plainte déposée, 2 mineurs impliqués, remplacement d'urgence nécessaire. Il me posa 3 questions, je répondis aux 3. Il dit qu'il allait signaler le dossier dès le matin et s'assurer qu'il passe en file prioritaire. Ensuite, j'appelai Eduardo Rocha. Il ne me connaissait pas personnellement, mais il connaissait Anna, et quand je prononçai le prénom de sa sœur, sa voix se réchauffa immédiatement, et il écouta pendant que j'expliquais ce dont j'avais besoin. Accès à la liste d'attente, révision de la réémission, prise en compte des billets volés. Il dit qu'il contacterait la famille directement le matin avec les options disponibles. 12 minutes en tout, 2 appels. Je posai le téléphone. Et puis je fis quelque chose qui me surprit. Pas les appels, cela était simple, c'était juste de la compétence. Mais ce que je fis après. Je ne rappelais pas Isabelle, je ne rappelais pas ma mère. J'ouvris ma conversation de messages avec Théo et je tapais « Marcus frère à l'ambassade appellera Isabelle demain matin à 9h heure de Lisbonne. Eduardo Rocha chez TAP vous contactera directement pour les options de réémission. Vous allez vous en sortir. » Il répondit en moins d'1 minute. « Comment t'as fait ça ?» Je tapais. « Je travaille avec Lisbonne. » Je posai le téléphone face contre la table. Je restai dans ma cuisine dans le silence, et je compris quelque chose que je veux essayer de dire avec soin, parce que je crois que ça compte, et je ne veux pas me tromper dans la formulation. Je ne les ai pas aidés parce qu'ils le méritaient. Je les ai aidés parce que c'est la personne que je veux être. Et ce sont 2 raisons entièrement différentes, et une seule d'entre elles m'appartient. Léa et Mathis avaient 7 et 9 ans. Théo avait dit qu'il était désolé. Et la femme que je construis, celle qui sort de l'autre côté de la thérapie et du travail et des 2 années passées à apprendre, lentement et sans gloire, à arrêter de me réduire à la forme dont la pièce avait besoin, cette femme-là ne laisse pas des enfants innocents souffrir pour prouver un point. Pas parce qu'elle est faible, parce qu'elle a décidé, spécifiquement et délibérément, que sa compassion lui appartient. Elle n'appartient pas aux gens qui lui ont fait du mal. Elle lui appartient. Et c'est elle qui choisit où elle va. Si cette distinction vous a touché quelque part de précis, si vous savez exactement ce que je veux dire par la différence entre aider parce qu'on vous y a conditionné et aider parce que vous l'avez choisi, appuyez sur j'aime maintenant. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que ce qui se passe ensuite est la partie qui a changé quelque chose en moi de façon permanente, et je ne veux pas que vous le manquiez. Le matin, ma mère appela. Je laissai sonner 2 fois. Puis je décrochai. « Je ne sais pas ce que tu as fait, dit-elle, mais quelqu'un de l'ambassade a appelé Isabelle ce matin et… » « Maman ?» Ma voix était calme, pas froide, calme. Il y a une différence, et il m'a fallu longtemps pour l'apprendre. J'ai besoin que tu entendes quelque chose. Elle se figea à l'autre bout du fil. Je la sentis se figer comme on sent la météo changer. J'ai aidé à cause des enfants, dis-je, et parce que Théo s'est excusé. Et parce que j'ai décidé il y a longtemps que je n'allais pas devenir quelqu'un qui laisse les gens se noyer pour prouver un point. C'est qui je suis. Je m'arrêtais.
Mais je ne suis pas disponible pour être le contact d'urgence de cette famille et rien d'autre. Je ne vais pas continuer à être laissée derrière chaque fois que les choses vont bien et appeler chaque fois que les choses vont mal. Ça ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Silence. Je sais, dit ma mère. Et puis, dans une voix que je ne lui avais genuinement jamais entendue auparavant, plus petite que sa voix habituelle, dépouillée de sa gestion prudente, juste elle, juste Françoise, 63 ans, et assise quelque part à Lisbonne en train de comprendre quelque chose qu'elle aurait dû comprendre 30 ans plus tôt, elle dit « Je sais que ce n'est plus possible. » Je tins le téléphone. Je regardai la montre de Marcel. « J'ai besoin que tu le penses vraiment, dis-je. C'est le cas, dit-elle. Je crois que je le sais depuis longtemps. On ne s'est pas étreinte à travers un téléphone. On n'a pas résolu 30 ans en 11 minutes. Mais quelque chose bougea, je le sentis, petit et réel et permanent, comme la première fissure dans un mur qui change la structure de tout l'édifice sans que personne puisse la voir de l'extérieur pour l'instant. Je veux vous dire quelque chose sur ce moment-là parce que c'est le moment de toute cette histoire auquel je reviens sans cesse, celui qui s'installe dans ma poitrine différemment de tous les autres. Ce n'étaient pas les appels à l'ambassade, ce n'était pas la réémission des billets, ce n'était pas le fait que j'avais fait en 12 minutes ce que ma famille n'avait pas réussi à faire en 4 heures, même si je ne vais pas prétendre que ça ne signifiait rien. C'était la voix de ma mère qui devenait petite. C'était d'entendre pour la première fois de ma vie qu'elle savait. Elle savait déjà. Et elle avait choisi, régulièrement, pendant 30 ans, de ne pas agir sur cette connaissance. C'est le genre de personne le plus douloureux à aimer. Pas celui qui vous blesse sans le savoir, celui qui sait et ne bouge pas. Et j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adulte à essayer de comprendre comment on tient les deux choses en même temps, l'amour et les dégâts, le fait qu'une personne peut vous voir clairement et choisir quand même la chose confortable, choisir quand même le chemin de la moindre résistance, laisser quand même la voiture reculer sans vous. Je n'ai pas de réponse propre. Je ne suis pas sûre qu'il en existe une. Ce que j'ai, c'est ceci. J'ai 34 ans. J'ai construit une vie de mes propres mains, dans ma propre ville, selon mes propres termes. J'ai un travail qui valorise ma compétence de toutes les façons dont ma famille a oublié de le faire. J'ai une amie qui me regarde quand je joue à aller bien et qui le dit à voix haute. J'ai une montre à cadran crème qui appartenait à la seule personne qui m'ait aimée sans agenda. Et j'ai, pour la première fois de ma vie d'adulte, une compréhension claire et précise de qui je suis quand je suis sous pression. Je suis la personne qui passe les appels. Pas parce que je dois, parce que j'ai décidé de le faire. Et je suis aussi la personne qui, après avoir passé ces appels, pose le téléphone face contre la table, fait du thé, fait la vaisselle, et n'attend pas de remerciements. La famille rentra à Bordeaux 5 jours plus tard. Isabelle m'envoya un message. 2 mots. Merci. Voilà. Je le lus debout dans ma cuisine, encore dans le chemisier ivoire et le pantalon vert sauge que j'avais mis le matin, mes cheveux se défaisant du chignon au niveau de ma nuque. Je le lus 3 fois. Je posai le téléphone. Je remplis la bouilloire. Je mesurai le thé. Je réglai la minuterie. Je regardai les renoncules dans le bocal sur le rebord de la fenêtre. Toujours là, toujours dans cette nuance particulière de pêche et de rouille dans la lumière de l'après-midi. Je ne répondis pas à Isabelle. Pas tout de suite. Peut-être pas avant un moment. Parce qu'il y avait quelque chose que je devais faire d'abord. Je devais réserver un billet. J'ouvris mon ordinateur sur la table de cuisine ce même soir. Pas de façon dramatique. Pas avec un grand sentiment d'occasion. Je l'ouvris simplement comme on ouvre quelque chose qu'on avait l'intention d'ouvrir depuis longtemps et pour lequel on avait continué à trouver des raisons de remettre à plus tard. Calmement, pratiquement, avec le calme particulier d'une personne qui a finalement arrêté d'attendre la permission. J'allai sur le site de TAP Air Portugal. Je saisis les dates. 6 nuits en septembre. Bordeaux-Lisbonne, connexion directe. Je choisis mon siège. Hublot, côté gauche de l'avion, parce que j'avais lu une fois que sur les vols transatlantiques vers l'Est, le lever du soleil arrive par la gauche, et je voulais le voir. Je saisis les coordonnées de ma carte. Je confirmai la réservation. L'email de confirmation arriva dans ma boîte à 21h47 avec pour objet « Votre voyage à Lisbonne est confirmé ».
Je lus cette ligne 4 fois. Puis je fermai l'ordinateur et je m'assis dans le silence de mon appartement, et je ressentis quelque chose que je veux essayer de décrire avec précision, parce que je crois que ça compte. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas exactement du soulagement. C'était plutôt une porte qui se ferme doucement derrière vous dans une maison que vous avez décidé de quitter. Pas un claquement, pas une déclaration. Juste le clic tranquille d'un loquet qui trouve sa place. J'avais mis de l'argent de côté pour ce voyage depuis 2 ans. Pas pour le Portugal spécifiquement, pour l'idée d'aller quelque part entièrement pour moi. Pas de logistique professionnelle. Pas de manifeste de fret. Pas l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Juste moi et une ville avec laquelle j'étais professionnellement intime depuis des années et dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds en personne. J'avais toujours trouvé une raison d'attendre. Les économies n'étaient pas tout à fait suffisantes. Le travail était chargé. Le moment n'était pas le bon. Et sous toutes ces raisons, si je suis honnête avec moi-même de la façon que la thérapie a rendu inconfortablement possible, il y avait une raison plus silencieuse. Je ne me sentais pas, pendant longtemps, comme le genre de personne qui méritait de prendre autant de place dans sa propre vie. Je ressens les choses différemment maintenant. Dans les semaines qui suivirent le retour de la famille, j'appris des choses de façon indirecte, comme on apprend toujours les choses dans des familles comme la mienne, par la personne qui appelle encore, par les espaces dans ce qui n'est pas dit, autant que dans ce qu'il est. Théo m'appela un mercredi après-midi. J'étais en train de déjeuner à mon bureau, une boîte de pâtes que j'avais faite le dimanche, et il appela, et je décrochai parce que sa voix le lundi soir à Lisbonne avait sonné comme quelqu'un qui dit la vérité pour la première fois depuis longtemps, et j'avais décidé que ça méritait quelque chose. « Je veux te dire quelque chose, dit-il, et je ne veux pas que tu répondes, je veux juste que tu l'entendes. »« D'accord, dis-je, je pense à l'argent, les 14 000 euros, de quand j'avais 22 ans. » Je posai ma fourchette. « Tu n'en as parlé à personne, dit-il. Tu me les as juste donnés, et tu n'en as parlé à personne, et tu ne m'as jamais fait sentir que je te devais quoi que ce soit au-delà du remboursement. Et je t'ai remboursé, mais je n'ai jamais… » Il s'arrêta. « Je n'ai jamais dit merci. Pas vraiment. Et je n'ai jamais dit que je voyais ce que tu faisais pour cette famille tout ce temps, et que je te laissais faire, et je pensais… Je ne sais pas, je pensais que c'était juste qui tu étais. Comme si c'était une caractéristique de toi, pas un coup. » Je restai avec ça un long moment. « C'était un coup, dis-je. »« Je sais, dit-il. Je suis désolée. » Et voilà ce qu'il y a avec les vraies excuses. Les vraies, pas les messages de 2 mots, pas les prudentes qui sont en réalité là pour gérer son propre malaise. Elles atterrissent dans un endroit complètement différent dans le corps. Elles ne réparent rien. Mais elles atterrissent différemment. Elles ressemblent à être vues plutôt qu'à être gérées. « Je le sais, dis-je. Et Théo, j'ai besoin que tu fasses quelque chose avec ça. Pas pour moi. Juste, ne continue pas à être la personne qui voit et ne bouge pas. Tu vaux mieux que ça. Je l'ai toujours pensé, même quand tu le rendais difficile. » Il fut silencieux un moment. « Je vais essayer, dit-il. »« C'est suffisant, dis-je. C'est vraiment suffisant. » Isabelle n'appela pas. Je veux être honnête sur ce que ça fit, parce qu'il y a une version de cette histoire où je vous dis que ça n'avait pas d'importance, où je l'enveloppe dans le langage de l'acceptation et du fait de tourner la page. Et cette version serait plus nette, mais elle ne serait pas vraie. Ça avait de l'importance. Ça en a encore, de la façon spécifique et sourde dont les choses ont de l'importance quand on a finalement arrêté d'espérer qu'elles seront différentes, et qu'on est juste assis avec la forme de ce qu'elles sont réellement. Isabelle envoya le message de 2 mots, et ce fut tout. Pas d'appel. Pas de conversation. Pas de reconnaissance des 6 semaines pendant lesquelles elle aurait pu décrocher le téléphone et ne l'a pas fait. Je ne suis pas sûre qu'elle soit capable de cette conversation. Je ne suis pas sûre qu'elle ait jamais été dans une situation qui lui ait demandé de s'examiner à cette profondeur, et je crois qu'elle a organisé toute sa vie spécifiquement pour éviter de s'y retrouver. Je comprends ça. Je ne l'excuse pas. Mais je le comprends, et le comprendre est sa propre forme de libération. Pas exactement le pardon, plutôt poser quelque chose de lourd qu'on portait depuis si longtemps qu'on avait oublié qu'il avait du poids. Ma mère appela 3 fois de plus dans les semaines qui suivirent le voyage. Chaque appel était légèrement différent du précédent. Le premier était prudent. Elle demanda des nouvelles du travail, demanda des nouvelles de mon appartement, ne mentionna pas Lisbonne.
Le deuxième fut plus honnête. Elle dit, de nulle part, au milieu d'une conversation sur rien, « Je pense parfois au voyage à l'île de Ré. Je pense à t'avoir laissé derrière. » Elle n'élabora pas. Elle n'en avait pas besoin. Le troisième appel fut celui qui me surprit. Elle demanda si elle pouvait venir me rendre visite. Juste elle. Pas un événement familial, pas un jour férié, pas une occasion structurée. Juste Françoise, venant à Bordeaux, pour voir où je vis. Je dis oui. Je ne le dis pas immédiatement. Je tins le téléphone et j'y pensais avec la délibération précise de quelqu'un qui a appris, lentement et à un certain coup, que oui est une porte, et qu'on décide soi-même à qui on l'ouvre. Puis je dis oui. Elle vint un samedi de fin octobre. Je la récupérai à la gare Saint-Jean. Elle n'aime pas prendre l'avion, un détail que j'ai toujours trouvé tranquillement amusant, étant donné la vie que j'ai construite autour du fret aérien. Et nous marchâmes le long des quais de la Garonne, et je lui montrai mon quartier, et nous déjeunâmes dans un endroit que j'aime. Et elle regarda autour d'elle dans mon appartement, avec les yeux d'une femme qui a tenu une boutique de décoration pendant 30 ans, et elle dit « Séverine, c'est beau. » Et je voyais qu'elle le pensait, et je voyais aussi qu'en dessous, elle était en train de mesurer quelque chose. « Tu as fait tout ça toute seule ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, dis-je. » Elle hocha la tête. Elle toucha les renoncules sur le rebord de la fenêtre. Un bouquet frais, même pêche et rouille, je les remplace chaque semaine maintenant. Et elle ne dit plus rien pendant un moment. Elle resta juste là avec son carré argenté et ses boucles d'oreilles en perles et sa posture soignée, à toucher les fleurs. « Je suis fière de toi, dit-elle. J'aurais dû le dire il y a longtemps. Je ne pleurais pas. Je veux vous dire que je pleurais, parce que ce serait une histoire plus nette, mais non. Je sentis les mots atterrir, et je sentis les années pendant lesquelles ils avaient été absents, et je tins les deux choses en même temps, et je dis « Merci, maman ». Et je le pensais. Et ce n'était pas tout. Mais c'était quelque chose. Et quelque chose, quand on a appris à arrêter d'attendre tout, c'est en réalité beaucoup. Avant qu'elle reparte, je lui donnai une lettre. Je l'avais écrite la veille de son arrivée. Pas à la table de cuisine. Je l'écrivis assise sur le parquet de mon salon, avec le dos contre le canapé, là où je vais quand j'écris quelque chose qui doit venir du fond de moi plutôt que de la surface. Je l'écrivis à la main sur 2 pages du bloc-notes jaune, dans la même écriture que j'utilise pour mes listes logistiques, parce que je n'ai pas une écriture différente pour les choses importantes. Mon écriture est mon écriture. La lettre disait « Je n'écris pas ceci pour régler un compte. Je l'écris parce que j'ai décidé d'arrêter de m'organiser autour de l'espoir que les choses seront différentes, sans dire clairement à quoi ressemblerait différent. Alors voilà à quoi ressemble différent. Je suis incluse quand les choses vont bien, pas seulement appelée quand les choses vont mal. Ma vie, celle que j'ai construite seule, celle dans laquelle tu te trouves en ce moment, est traitée comme quelque chose qui mérite qu'on se déplace. Je n'ai pas à gagner ma place dans cette famille par mon utilité. Je fais partie de cette famille parce que j'en fais partie. C'est suffisant. Ça l'a toujours été. J'avais besoin que tu saches que je le sais maintenant, même si ça t'a pris du temps pour te rattraper. Je t'aime. Ça n'a jamais été en question. Mais l'amour n'est pas la même chose que la disponibilité, et j'en ai fini de confondre les deux. Je la lui tendis pliée à la gare. Elle la regarda puis me regarda et je dis « Tu peux la lire dans le train ». Elle hocha la tête. Elle la tint à 2 mains comme on tient quelque chose dont on comprend qu'il va vous demander quelque chose. Camille l'a lu le soir même, quand je lui en parlais au téléphone. Je la lui lus à voix haute, et quand je terminai, elle fut silencieuse un moment, puis elle dit « C'est la chose la plus Séverine au monde que j'ai jamais entendue. » Et je le dis comme le plus grand compliment possible. Je ris. Un vrai rire, le genre qui vient d'un endroit sans complication. « Tu sais ce que tu as fait ?» dit-elle. « Tu as arrêté de t'expliquer, et tu as commencé à simplement être toi-même. Ce sont 2 choses différentes. » Elle avait raison. Ce sont des choses entièrement différentes. Et la distance entre elles, la distance que j'ai parcourue pour passer de l'une à l'autre, c'est ce dont toute cette histoire a été question. Septembre arriva. Je fis un seul sac, taille moyenne, rien que je ne puisse porter moi-même. Je mis la montre de Marcel et mes petites créoles en or, et le chemisier ivoire rentré dans le pantalon vert sauge, parce que je m'habillais pour moi-même, et c'est ce que je porte quand je suis exactement là où je suis censée être.
Je pris le siège hublot côté gauche de l'avion. Le lever du soleil arriva au-dessus de l'Atlantique à 6h14 du matin, et c'était… Je n'ai pas de grands mots pour ça, vraiment pas. C'était de la lumière sur l'eau. C'était le monde qui était immense et indifférent, et magnifique en même temps. Je pressai ma main contre le froid de la vitre, et je regardais, et je pensais à une petite fille de 11 ans qui pressait sa main contre une autre vitre, regardant une voiture partir sans elle. Je pensais… Regarde jusqu'où tu es allé. Je mangeais des pastéis de nata dans un café de l'Alfama le deuxième matin. Seule à une petite table près de la fenêtre, une tasse de café en céramique plus fort que tout ce que je fais chez moi, les flancs dorés et chauds dans une pochette en papier. Je ne pris pas de photos pour qui que ce soit. Je restais juste assise là et je les mangeais, et je regardais la lumière bouger sur les vieux azulejos du bâtiment de l'autre côté de la rue étroite, cette lumière particulière de Lisbonne, dans laquelle j'avais traité des dossiers pendant 4 ans sans jamais me tenir dedans. C'était exactement aussi bien que je savais que ce serait. Je m'appelle Séverine Aumont, j'ai 34 ans, et je suis la personne qui a finalement arrêté d'attendre d'être incluse et a commencé à se montrer pour elle-même. Ce n'est pas une petite chose. Il a fallu longtemps pour y arriver. Et je ne troquerai aucune étape, pas même les difficiles, pas même le parking souterrain, pas même les 4 cartes d'embarquement sur l'Instagram de ma mère, parce que tout ça m'a mené ici, à une petite table, à un bon café, à la lumière sur de vieux azulejos, à une main qui n'est plus pressée contre une vitre, juste ouverte, juste chaude, juste à moi. Avant de partir, je veux vous poser une question, et je le pense sincèrement, alors restez avec moi encore un instant. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un dans votre vie qui vous a laissé de côté quand les choses allaient bien, et qui n'est venu vous chercher que quand les choses allaient mal? Et qu'avez-vous fait avec ça? Avez-vous répondu? Avez-vous tourné le dos? Avez-vous trouvé une troisième chose, un choix plus silencieux et plus compliqué, qui ne rentrait pas nettement dans l'un ou l'autre? Laissez-le en commentaire. Je lis chaque commentaire, vraiment, et je crois que cette conversation mérite d'être eue à voix haute. Si cette histoire est restée avec vous, si quelque chose dedans vous a semblé familier d'une façon que vous n'attendiez peut-être pas, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine, parce que j'ai d'autres histoires et je n'ai pas fini de les raconter. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que être la capable ne veut pas dire être sans importance. Que se faire laisser derrière ne veut pas dire qu'on ne valait pas la peine d'être emmené. Que la chose la plus puissante que vous puissiez faire parfois, c'est de décrocher le téléphone et de décider, consciemment, clairement, selon vos propres termes, exactement ce que vous êtes prête à donner et à qui. Prenez soin de vous, je le pense. À la prochaine.